Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne proposée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Nier, expert en marché public du réseau VK, notamment coordinateur de pratique et de réaction des marchés publics et piloté au marché public aux éditions VK, qui va nous parler des conséquences des directives européennes sur la pratique des marchés publics en France. Alors, quelques petites informations techniques avant de laisser la parole à Dominique. Au cours de la conférence, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui se situe à la droite de votre écran. Notre intervenant y répondra dans la mesure du possible au cours de la présentation. Et à l'issue de la présentation, durant une séance de questions-réponses. Donc surtout, ne vous déconnectez pas trop vite, puisque vous aurez l'occasion de poser vos questions à l'issue de la présentation. Si d'aventure vous ne trouviez pas de réponse, si on n'avait pas le temps de répondre à vos questions aujourd'hui, parce que vous êtes très très nombreux, ou si des questions vous venaient à l'esprit plus tard, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse suivante www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez que au cours de la conférence, vous serez invité à participer puisque la présentation sera ponctuée de sondages. Et enfin, sachez que la conférence est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne et on vous enverra le lien prochainement. Donc si jamais vous ne pouvez pas assister à tout ou si vous ne pouvez pas assister tout court, vous pourrez y assister, la revoir en différé. Sachez également qu'on a une formation sur le même thème que cette conférence VK qui s'intitule, pour pas dire de bêtises, alors la directive 2014-24 UE du 26 février 2014, quel impact sur la passation et l'exécution des marchés publics. Donc je vous en parlerai un peu plus tard à la fin, mais voilà, donc je voulais vous dire qu'on a une formation là-dessus, et pour tous les inscrits à ce webinaire, on fait 20%. Voilà. Bon, j'ai fini mon petit passage publicitaire. Dominique, je vais vous laisser la parole pour commencer. Très bien. Bon, bonjour à tous pour analyser le contenu des nouvelles directives européennes. Trois directives en date du 26 février 2014 qui ont été publiées au journal officiel de l'Union européenne du 28 mars. Tout d'abord, c'est celle qui va nous intéresser, la directive secteur classique sur la passation des marchés publics, auquel s'ajoute une directive plus spécifique pour les secteurs dits spéciaux, pour les entités qui opèrent dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Et enfin, c'est également une nouveauté au niveau européen, une troisième directive qui correspond pour nous à nos contrats de délégation de services publics, qui fixe donc des nouvelles règles de publicité de mise en concurrence pour les contrats de concession supérieurs au seuil communautaire. Donc nous allons surtout nous intéresser, et en 3/4 d'heure, il y a déjà pas mal de choses à voir, au contenu de la directive secteur classique, pouvoir adjudicateur, relevant donc de la partie 1 du Code des marchés publics à l'heure actuelle. Alors, première chose importante sur le contenu de cette directive, tout d'abord son champ d'application revu, avec une extension des prestations qui sont exclues du champ d'application de la directive, ce qui sont à l'heure actuelle nos services énumérés à l'article 3 des codes, qui échappent donc à l'application complète et totale du Code des marchés publics. Alors on y trouve, on va y revenir d'ailleurs, le in-house, le cas où l'entité dispose d'une exclusivité dans l'accomplissement de sa mission, certains services qui touchent aux intérêts essentiels de l'État. Ça ne bouge pas, mais principale novation des prestations exclues du champ d'application concurrentielle, celle qui concerne notamment les services juridiques, qui ont toujours donné lieu à des marchés un petit peu complexes à monter et à analyser, d'ailleurs qui donnent lieu à pas mal de questions parlementaires et de réponses ministérielles, ainsi que pas mal de contentieux. Désormais, les services juridiques, tels que la représentation d'un client par un avocat, et le conseil qui va avec, figure dans la liste des prestations exclues du champ d'application du code. Petite précision par une question qui a été posée, on ne peut pas effectivement se prévaloir de l'application directe et immédiate de la directive. Donc il faut attendre les textes de transposition pour pouvoir sortir les services juridiques
de nos domaines d'intervention. On annonce un premier décret, maintenant on l'annonce plutôt effectivement pour l'automne, qui visera de manière accélérée à transposer certaines dispositions de la directive. Et un deuxième texte plus important annoncé pour la fin d'année, bon, toujours effectivement considérer que ce sera au premier trimestre de l'année prochaine, pour parfaire la transposition de la directive. Donc pour l'instant, c'est pour le futur que les services juridiques, prestations d'avocats, seront exclus du champ de l'application du code. Il faut effectivement attendre. Il en va de même pour les services de certification ou d'authentification de documents effectués par profession spécialisée et imposer les notaires. Voilà pour cette principale innovation sur le champ d'application de la directive et donc du futur code des marchés publics. Clarification également sur les cas de coopération intercommunale, la possibilité donc pour plusieurs collectivités publiques de créer une autre institution. Et dans ces cas-là, également, la prestation confiée, pour autant qu'elle réponde à un besoin d'intérêt général, intérêt public, nous dit la directive, sont exclus du champ d'application du code. Pas de mise en concurrence à effectuer. Idem pour certains services d'urgence fournis par des organismes à but non lucratif. Attention, la directive le précise bien, ça ne vise pas les services de transport ambulancier qui relèvent, eux, on va y revenir également dans un instant, du champ d'application de l'article 30 du Code des marchés publics. Voilà, et puis plus généralement, concernant les collectivités locales, les services de sécurité sociale ou les services de mise à disposition ou d'exploitation de réseaux publics de communication électronique sont désormais dans la liste des prestations exclues de la directive et donc du champ d'application du code. Voilà, donc premier point important sur les 17 premiers articles de la directive qui concernent son champ d'application, une liste des prestations exclues revues. Autre sujet toujours délicat au niveau de la qualification, on sait que les prestations dites in-house, ou en langage français, ministère de l'économie et des finances, les prestations de quasi-régie sont exclues du Code des marchés publics, mais ça a toujours été soumis à un régime strict du contrôle analogue du pouvoir adjudicateur qu'il exerce de la même manière que sur ses propres services. Et il faut également, donc, au niveau des différentes critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne, que la personne à qui l'on confie le contrat sans mise en concurrence exerce principalement ces activités pour le compte du pouvoir adjudicateur co-contractant. La directive européenne précise le critère du contrôle exercé, puisque il y a contrôle effectivement suffisant si la personne morale à qui l'on attribue le contrat consacre plus de 80% de ses activités, donc un pourcentage, à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur principal. Donc une clarification sur le pourcentage de contrôle lorsque le contrat est passé entre deux entités publiques, pouvoir adjudicateur. Autre chose intéressante sur toujours ce champ d'application de la directive secteur classique, nos services dits de l'article 30 du Code des marchés publics. On a eu une nouvelle fois, on a un changement de vocabulaire. On avait parlé de services soumis à un régime allégé. À la création de cette catégorie de services, on parlait de services non prioritaires. Maintenant, la directive parle de services soumis à un régime assoupli. Important pour deux choses, parce que vous savez que l'article 30 n'énumère pas les services donc, qui permettent de rester pour nous en procédure adaptée sans limitation de montant, et que du fait que l'article 30 n'énumère pas les services, il faut revenir au texte source, dire à la directive. À l'heure actuelle, c'est l'annexe 2B de la directive de 2004. Désormais, ce sera l'annexe 14 de la directive qui fixe les grandes catégories de services relevant donc de ce régime assoupli,
Précision assez intéressante pour nous, pour faciliter les recherches par rapport à des objets de marché et pour déterminer s'ils relèvent bien des services de l'article 30. L'annexe 14 cite les grandes catégories et dans une deuxième colonne, plus particulièrement les services concernés avec les codes européens, donc les codes CPV correspondants. Donc là c'est intéressant pour être bien sûr que nous allons relever dans le futur de ce service, des services de l'article 30 du Code des marchés publics. Ce qu'on peut noter, c'est que nos grandes catégories que nous connaissons à l'heure actuelle figurent toujours dans cette liste. Services sociaux, sanitaires, la restauration, le gardiennage. Donc la formation, on est un petit peu rassuré puisqu'il avait été à un moment question de soumettre pratiquement tous les marchés de services au régime de conclusion normale. La liste reste importante. Sachant quand même qu'une innovation du nouveau régime et de ces marchés est quand même de les astreindre, mais pour des montants quand même extrêmement importants, à une publicité européenne. C'est-à-dire qu'on sera sur une procédure adaptée sans publicité européenne jusqu'au seuil de 750 000 € hors taxe. 750 000 € hors taxe. Au-delà, il faudra procéder à une publicité européenne. C'est quand même une innovation majeure, même si, je le répète, le seuil est extrêmement élevé. Voilà, donc service, annexe 14 de la directive et publicité européenne, au-delà de 750 000 € hors taxe. Oui, alors je vous interromps 2 petites secondes pour un premier sondage. Avez-vous déjà connu des situations d'achat innovants où une procédure négociée aurait été mieux adaptée qu'un appel d'offres? Alors pendant que nos auditeurs répondent, Dominique, je vais vous transmettre une question, une petite remarque. Il y a Bérénice qui vient de réagir à ce que vous venez de dire. À vous savoir, c'était l'annexe 14 ou l'annexe 19? 14. D'accord. Et une première question donc. Et, Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, 14, oui. Attendez, j'ai un doute. Je vois les chiffres annexe 14, je crois. À moins que je fasse une confusion, normalement je sais encore lire les chiffres romains. J'ai en tête annexe 14. Ok. Alors, donc une question de Sylvie. Est-ce que les marchés de souscription d'abonnements téléphoniques et Internet entrent dans le champ des services de mise à disposition des services de communication qui seront exclus du champ du CMP à la transposition de la directive? Merci. A priori, je ne pense pas, mais il faudra effectivement avoir une vision un petit peu plus précise avec les services correspondants au regard des codes CPV. Mais là c'est pas visé expressément par la directive. C'est vrai que dans pas mal d'articles de directive sur des régimes particuliers, elles renvoient au code CPV correspondant pour qu'on ait une idée plus précise de ce qui peut rentrer dans le champ d'application de tel ou tel dispositif. Là, ça n'est pas cité. Je pense qu'il faudra attendre quelques précisions. A priori, comme ça, je ne pense pas que ces prestations classiques, qui n'est pas la mise à disposition d'un réseau de communication électronique, a priori, rentrent dans cette exclusion. Ok. Donc j'ai Bérénice qui réagit toujours, qui dit merci, il y a une erreur dans la diapo. Donc apparemment... Oui, c'est possible. Je vous excuse. C'est possible. Donc c'est bien 14 donc. Ok, bah écoutez, on est à 79% de votants sur le sondage. Alors j'ai quelqu'un qui me disait comment revenir à l'écran précédent, je vous rassure, ça va se faire tout seul. J'attends juste que tout le monde ait voté, ou en tout cas la majorité d'entre vous, donc je vous laisse un peu plus de temps. Et puis si vous avez d'autres questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Non, a priori c'est bon. Bon bah écoutez, je vais fermer le sondage et puis partager les résultats. Donc écoutez Dominique, dans 80% des cas, la situation ne s'est jamais présentée. D'accord. Voilà. Si vous voulez réagir, je vous en prie. Ça vous surprend? Non, mais bon, c'est vrai que par rapport
à des procédures nouvelles qui sont mises en avant. Ça pose la question de savoir si elles seront d'utilisation courante, ou si ce n'est pas qu'un effet d'annonce avec peu d'utilisation au quotidien de ces nouvelles procédures négociées. Ok. Ok, bah écoutez, je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors, après avoir vu le champ d'application, qu'en est-il des procédures de passation des marchés publics? Tout d'abord, on a une redéfinition des conditions et des cas de recours à la procédure négociée, qui change de nom d'ailleurs, hein, qui s'intitule désormais procédure concurrentielle avec négociation. Et d'un point de vue général, puisque l'article sur les procédures commence par la procédure concurrentielle avec négociation, la directive pose un principe qu'elle doit toujours être possible dans les cas où une procédure ouverte ou restreinte, donc une procédure d'appel d'offres, n'est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants. Et donc elle doit être possible, cette procédure, donc hors appel d'offres, dès lors que l'on ne peut pas trouver quelque chose existant dans le commerce, que ce soit d'ailleurs par rapport à des fournitures, des produits innovants, ou par rapport à des travaux, hein, puisque dès lors qu'il y a solution innovante ou produit non standardisé, la procédure négociée doit être utilisable. Hein. Donc c'est d'où l'intérêt du sondage précédent. Ça c'est pareil, hein. J'ai lu également certaines explications données par la Commission européenne. Tout ce qui n'est pas standardisé, ça nécessitera, à mon avis, des précisions pour pouvoir être sûr qu'on n'est pas une situation où on aurait dû faire un appel d'offres. On peut envisager notamment une utilisation beaucoup plus importante donc de la procédure négociée ou procédure concurrentielle, il faut que je pense à changer le vocabulaire avec négociation, dans les domaines des nouvelles technologies ou de l'informatique. Ça doit être un secteur où elle va pouvoir se développer. Avec parallèlement, hein, la distinction n'est pas toujours effectivement évidente à voir, la création d'une nouvelle procédure de passation qui s'appelle le partenariat d'innovation, c'est-à-dire que dès lors qu'il y aura un marché comportant plusieurs phases, une phase de recherche, une phase effectivement de développement, avec une option relative à l'acquisition des fournitures, services ou travaux qui sont le résultat de cette procédure de passation, il pourra être fait usage de cette procédure qui est également dans une procédure négociée de partenariat d'innovation. Ça ressemble un peu, pour ceux qui l'ont un petit peu connu, hein, disparu du code il y a quelques années, un petit peu au marché qu'on appelait le marché de définition, à mon avis. Alors c'est une procédure négociée avec publicité préalable, hein, tout d'abord avec un appel à candidature, où pour sélectionner les candidats, il faudra vérifier leur capacité, hein, à exécuter des prestations dans le domaine de la recherche et du développement, nous précise la directive. Une fois que cet appel à candidature aura été effectué, on passera sur la phase de remise des offres, avec à l'issue de cette phase de remise des offres, l'engagement en plusieurs phases des négociations, qui devra bien entendu respecter le principe de confidentialité des solutions et des offres proposées par chacun des candidats. À l'issue de ces négociations, un petit peu comme en procédure de dialogue compétitif, les entreprises seront invitées à remettre une offre finale, hein, et l'offre finale qui donnera lieu donc à l'attribution du contrat de partenariat à l'entreprise ayant fait le meilleur rapport qualité-prix au regard des critères de choix qui auront été préalablement annoncés aux entreprises. L'offre finale remise et acceptée, elle, ne sera plus négociable, nous dit la directive européenne. Donc une nouvelle procédure, on verra ce qu'il en sera à l'usage, hein, qui ne va pas, à mon avis non plus,
être utilisé quotidiennement par les acheteurs. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la procédure négociée. Alors il y a les autres cas de recours à la procédure négociée subsistent, je pense notamment avec le changement de nom à la procédure concurrentielle avec négociation en cas d'appel d'offres déclaré infructueux, où la directive d'ailleurs reprend les notions d'offres inacceptables, inappropriées ou irrégulières, ouvrant le droit, après une procédure ordinaire, à utiliser la procédure dérogatoire du marché négocié. Idem, on retrouve dans les négociés sans mise en concurrence toujours nos cas classiques tels que l'urgence impérieuse et les circonstances imprévisibles ou le monopole de droit, de brevet, de licence. Ça n'a pas évolué dans la directive. Concernant notre procédure d'appel d'offres, la procédure normale de passation des marchés, ce qu'on peut surtout noter, c'est la réduction des délais minimums de remise des plis, puisque en appel d'offres ouvert, on passe de 52 jours à 35 jours, enfin on était plus aujourd'hui à 40, puisque les avis étant envoyés par voie électronique et les dossiers de consultation étant mis en ligne, on était sur un délai plutôt à 40. Ce délai normal tombe à 35 jours en appel d'offres ouvert, sachant que, et à terme, ce sera le cas, une obligation au niveau européen, on pourra encore réduire ce délai de 35 jours de 5 jours si les offres sont remises uniquement par voie électronique. On parlera de la dématérialisation tout à l'heure. Les États ont jusqu'au 18 novembre 2018 pour procéder à la transposition des directives sur ce point-là. Donc on tombe à 30 jours, on va dire, à terme, de remise des plis en appel d'offres ouvert. Procédure beaucoup moins utilisée aujourd'hui en appel d'offres restreint. Ça peut donner un nouveau souffle restreint, puisque beaucoup n'utilisaient plus l'appel d'offres restreint à cause des délais très longs de procédure, puisqu'on avait 37 jours d'appel à candidature, plus 40 jours de remise des offres. Donc c'est vrai que en termes de temps, l'appel d'offres restreint était long. Peut-être donner un regain d'intérêt à l'appel d'offres restreint avec désormais des délais qui sont fixés à 30 jours d'appel à candidature et 30 jours de remise des offres. Donc on passe à 60 jours au lieu des 77 jours actuels, si je cumule le délai d'appel à candidature et le délai de remise des offres. Donc ce qu'on peut noter sur la procédure d'appel d'offres, c'est des délais réduits de remise des plis. Autre chose qui est en rapport avec la sélection des candidatures, c'est que désormais, on va pouvoir commencer à examiner les offres avant de s'assurer que l'entreprise ou les entreprises respectent bien les critères de sélection des candidatures. C'est l'abandon de cette position européenne qui remonte à 1995, où depuis toujours, donc pratiquement, on nous a toujours dit qu'on ne pouvait jamais regarder des offres si nous n'avions pas préalablement regardé si les entreprises sont capables. D'abord regarder, en résumé grossier, les CV avant de regarder les offres. Désormais, la directive précise qu'à n'importe quel moment de la procédure d'appel d'offres, les pouvoirs adjudicateurs vont pouvoir vérifier la candidature de l'entreprise. Autrement dit, on pourra analyser les offres tout en effectuant en parallèle la vérification de la capacité à faire des entreprises, vérifier qu'elles présentent de bonnes garanties professionnelles, techniques et financières. Donc ça, c'est une innovation importante. Voilà pour ça. Autre chose concernant donc la fin de la procédure sur l'information des candidats,
où là, désormais, au niveau du dispositif européen, on se retrouve plus sur un type d'information des candidats non retenus que l'on effectue en procédure adaptée, puisque à l'heure actuelle, dans notre article 80 du Code, nous impose, en procédure d'appel d'offres, d'informer de manière complète et immédiate toutes les candidats non retenus qui ont remis des offres acceptables. Désormais, selon le dispositif de la directive, l'information des candidats se fera en 2 étapes. Une information des entreprises non retenues et ensuite, sur demande écrite, nous aurons l'obligation de motiver et nous aurons 15 jours pour répondre. Donc on se rapproche de l'article 83 qui concerne l'information des entreprises non retenues lorsqu'on est en procédure adaptée. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, je trouve. Excusez-moi. Dernière chose, pour aller vraiment dans le détail, les avis d'attribution qui doivent être envoyés après la notification du marché au journal officiel de l'Union européenne et au niveau national au bulletin officiel des annonces des marchés publics. Nous disposons à l'heure actuelle d'un délai de 48 jours pour publier ces avis suite à la notification du marché. La directive fixe un délai plus bref pour envoyer ces avis d'attribution, puisque ce délai est désormais de 30 jours. Alors, deuxième sondage. Alors, avez-vous les moyens d'un contrôle efficace de la non-interdiction d'accès à la commande publique pour les opérateurs? Pendant que les gens répondent, je vais vous transmettre donc d'autres questions, notamment sur la procédure concurrentielle avec négociation qui a beaucoup fait réagir. J'ai une question de Baptiste qui demande la souscription par exemple de Microsoft Exchange ou de logiciels analogues pour établir de nouveaux modes de collaboration et de communication dans le travail. Fait-elle partie des exclusions? Des exclusions du champ d'application. Oui, je suppose. Du champ autorisé de cette procédure nouvelle négociée. Du moment que ce sont des solutions innovantes, que c'est pas du standardisé, a priori, je dirais que la réponse est positive. D'accord. Question de Renaud dans la même ligne. Doit-on justifier le recours à cette procédure et comment? Certainement que nous devrons justifier justement par rapport au fait que ce n'était pas standardisé, que c'est une solution innovante, que ça rentre bien dans le cadre des achats innovants, puisque ça reste une procédure dérogatoire à la procédure normale qui est la procédure d'appel d'offres. D'accord. Donc certainement, puisqu'on est en procédure européenne, dans le rapport de présentation. Okay. Et pour ceux qui sont aux collectivités locales, bien entendu, puisqu'on sera au-dessus des seuils européens, avec la possibilité pour les services préfectoraux de déférer le marché et la justification aux tribunaux administratifs. Ok. Donc Thierry voudrait savoir s'il n'y a pas un flou sur la notion de solution innovante entraînant du contentieux si la collectivité décide de cette procédure concurrentielle avec négociation. C'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on étudie, ça me fait penser au 35.1.2 actuel qui est peu utilisé, où on nous dit si, qui est donc actuellement dans le code, mais on l'utilise peu, si c'est des services qui peuvent pas être définis précisément en amont de sa consultation, la procédure négociée peut être utilisable. On citait notamment les services d'assurance, mais on a toujours eu du mal à cerner exactement ce qui rentrait dans ce 35.1.2. J'ai peur aussi, notamment dans un premier temps, qu'on ait du mal également à cerner la notion d'achat innovant et que ça puisse effectivement donner lieu à des contentieux, comme je le citais notamment à l'initiative du contrôle de légalité. Ok. Question d'Emeric. Les procédures concurrentielles avec négociation et partenariat d'innovation sont-elles limitées par un montant maximum? Non. Non. Okay. Non, il n'y a pas de montant, non.
Ok. Bah, notamment sur le partenariat d'innovation, on va le marché pratiquement industriel, recherche puis développement, on sera à mon avis sur certains marchés d'un montant très très important. Ok. Alors vous êtes 74% à avoir voté, je vous Et laisse. notamment, je pense Ouais. également, ça peut être sur des montants très très importants, puisque dans l'exposé des motifs de la directive, on dit qu'elle peut être utilisée, enfin, la position négociée pour des achats innovants, pour des travaux de bâtiments qui ne sont pas standards, hein, qui sont également basés sur des solutions innovantes, et on pourra être sur des montants de marché très très importants. C'est une question de justification, pas de montant. Hein. Ok. Ok, donc je disais, je vous laisse encore quelques minutes pour voter puisque vous n'avez pas tous fait, et puis qu'on a encore quelques questions sur ce sujet. Une question de Magali, quelle différence entre le dialogue compétitif et la procédure de partenariat d'innovation? Ben c'est vrai que, quand on lit le déroulement de la procédure de partenariat d'innovation, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce rapprochement-là, on vient tout de suite à l'esprit la procédure de dialogue, de dialogue compétitif, qui lui est un petit peu plus rigide, puisque le dialogue compétitif est quand même plus un dérivé de l'appel d'offres restreint que d'une logique véritablement de négociation. Mais l'utilisation de l'un et l'autre pourra effectivement se poser. Se poser effectivement. Est-ce qu'on fait plutôt un dialogue compétitif ou est-ce qu'on fait un partenariat d'innovation? Sachant que le partenariat d'innovation, je le répète, hein, est lié à des marchés de recherche-développement, pas forcément le dialogue compétitif. Ok. Donc Emeric réagit à votre réponse quant à l'absence de seuil pour ce type de marché, d'où des contentieux fortement possibles. Euh, Voilà, plus J'imagine que. l'opération est importante, bien entendu, plus les appétits sont aiguisés et plus les entreprises non retenues auront une tendance à attaquer déjà sur le choix même de la procédure, ça c'est sûr. On l'a vu hein, à chaque fois sur des procédures particulières, conception, réalisation, je pense notamment, où les montants sont importants, les enjeux sont importants et forcément il y a du contentieux derrière. Ok. Bon, je prends une dernière question de Renaud. Dans le cadre du partenariat d'innovation, toujours, il s'agit bien de commencer à exécuter un contrat avec l'ensemble des opérateurs choisis. Ça me paraît Pas étrange. exécuter un contrat, pas exécuter un Ouais. contrat, c'est travailler avec eux hein, sur les futures modalités d'exécution du contrat, oui. Hein, Ok. sur les, mais Bon, on sur le va. contenu même du contrat, sur le contenu même à travers les offres des entreprises, sur le contenu même du futur marché conclu, avec chacun effectivement d'entre eux. Un petit peu comme le disait euh, la participante tout à l'heure, un petit peu comme dans la logique, un petit peu dans une logique du dialogue compétitif, même si là ça ira beaucoup plus loin. Ok. On va arrêter là pour les questions. J'ai gardé toutes celles auxquelles on n'a pas encore répondu pour plus tard. Je vais fermer le sondage et puis partager les résultats. Donc pour 84% des votants, non, ils n'estiment pas avoir les moyens d'un contrôle efficace de la non-interdiction d'accès à la commande publique pour les opérateurs. Ça vous surprend, Dominique, Non, ou non, pas? mais forcément, oui, on n'a pas les moyens d'aller contrôler systématiquement que l'entreprise n'a pas été contrainte pour travail dissimulé, qu'elle est bien à jour vis-à-vis de ses obligations d'emploi des travailleurs handicapés, qu'elle n'a pas été condamnée à une peine d'exclusion pénale des marchés publics, etc., etc. On se contente, comme on va continuer à le faire d'ailleurs, hein, de, 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 de la déclaration sur l'honneur qui figure à l'heure actuelle dans le DC1, la lettre de candidature. Ok, Je pense pas que ça change ok. Bon bah là-dessus. écoutez, merci beaucoup pour votre réaction. Du coup, je vous laisse poursuivre votre présentation. Par contre, ouais, voilà, c'est bon, ça marche. Alors donc, après avoir vu les questions en relation avec le choix de la procédure, les dispositions plus spécifiques avec la sélection des candidatures, avec la création d'un document électronique unique qu'on la directive appelle le DUM, hein, le document unique de marché européen, qui sera déposé par les entreprises sur un site qui devra être accessible
à tous les acheteurs publics, dans lequel elle attestera d'une part qu'elle ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accès à la commande publique et qu'elle répond aux critères de sélection des candidatures. Donc elles ne fourniront plus systématiquement un dossier de candidature, il appartiendra à l'acheteur de la publique d'aller consulter ce document unique de marché européen sur la base indiquée et d'en contrôler s'il y a lieu les informations. Sachant que par rapport à ces informations qui seront déposées par les entreprises, nous aurons toujours la possibilité, comme nous pouvons le faire à l'heure actuelle avec l'article 52 du Code des marchés publics, de demander aux entreprises de compléter leur DUM, leur dossier unique de marché public, au cas où certaines informations que nous demandons dans l'avis de publicité et ou le règlement de consultation sont absentes ou incomplètes. Sachant que donc ce formulaire unique que le gouvernement actuel voudrait que l'on généralise assez rapidement en France est subordonné à sa mise au point par les services de la Commission européenne. Donc on attend le modèle de DUM qui sera fixé par un règlement européen, parce que j'ai lu, avant de pouvoir intégrer ce nouveau contrôle de la sélection des candidatures dans nos procédures d'achat. Alors c'est surtout avancé comme étant une mesure de simplification pour les entreprises, pas forcément une mesure de simplification pour les pouvoirs adjudicateurs qui devront aller rechercher l'information pour déterminer si l'entreprise est capable ou pas. Sachant également qu'à terme, une base européenne qui s'appelle ICERTIS centralisera tous les DUM de toutes les entreprises qui participent à des consultations, et cette base centralisée sera celle que devront d'abord renseigner les acheteurs publics et auxquelles on pourra accéder pour contrôler les dossiers de candidature des sociétés. Voilà, donc le document unique de marché public, une des mesures phares annoncées comme telle par la nouvelle directive européenne, mais je vous répète, il faut attendre que le modèle soit adopté à Bruxelles. Concernant les candidatures également, donc des précisions sur les modalités d'exclusion au niveau toujours de la candidature des entreprises pour chiffre d'affaires insuffisant. C'est vrai que d'un point de vue jurisprudentiel, on sait qu'on peut écarter une entreprise dont le chiffre d'affaires n'est pas suffisant au regard du montant estimé du marché. Alors, est-ce c'est un rapport de 1 à 2, est-ce un rapport de 1 à 3, est-ce un rapport de 1 à 4 la question était souvent fixée. Là, la directive est claire, puisqu'elle nous dit que le chiffre d'affaires minimum exigible ne doit pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché. Donc on a une barrière, un rapport de 1 à 2, sauf exception, pour pouvoir exclure les entreprises pour capacité financière insuffisante. Autre précision apportée par la directive, il faudra le voir par rapport aux différentes jurisprudences françaises en la matière, sur l'éternel débat. Que faire des entreprises qui ont été insuffisantes ou qui ont causé des problèmes sur des marchés précédents. La directive prévoit désormais expressément que l'on peut écarter donc les entreprises, bon il y a le cas de la fraude professionnelle grave, mais surtout les entreprises qui ont été défaillantes sur des marchés précédents, mais qu'avec peut-être une restriction par rapport aux jurisprudences actuelles, notamment du Conseil d'État, puisque la directive vise cette exclusion effectivement possible dans le cas où le précédent marché a donné lieu à une résiliation pour faute. Or, dans les différentes positions du juge administratif, on constate, sans qu'il y ait forcément effectivement résiliation, pour autant qu'on
qu'on recherche bien si l'entreprise ne présente pas de nouvelles garanties, de nouvelles références. Le juge ne subordonnait pas la possibilité d'exclure des entreprises à ce stade des candidatures pour ces motifs-là, à une résiliation au tort du titulaire. La directive, elle, le subordonne. Donc là, on verra si le Conseil d'État ne sera pas obligé de durcir ses positions. Voilà, donc, et puis donc la directive également au niveau de la sélection des candidatures permet donc au pouvoir adjudicateur d'examiner que les entreprises disposent d'un niveau d'expérience, notamment par rapport à des références suffisantes provenant de marchés exécutés antérieurement. Tu peux noter ça. Nous, on sait qu'on ne peut pas éliminer une entreprise pour absence de référence. Là, au niveau européen, s'il y a une évolution du code là-dessus, au niveau européen, on fait lien au niveau de la candidature entre expérience et référence pour sélectionner les candidats au marché. Voilà donc des choses assez importantes au niveau de la candidature. Concernant le choix de l'offre, bon, rien de très novateur. On a toujours des précisions, bon, des légères modifications sur les questions des offres anormalement basses, sur l'obligation d'annoncer les critères de choix, sur le régime des réponses avec variantes. On entend qu'il met un parti, mais ce qu'on peut noter, c'est que, j'insiste pas mal là-dessus, la directive, c'est qu'elle consacre, ou elle essaie de faire consacrer un nouveau critère du choix, qui est le critère du coût du cycle de vie du produit, c'est-à-dire pour l'analyse des critères prix, pas seulement se contenter du coût direct, mais d'analyser tous les coûts internes, tout ce qui est en relation avec la production, le transport, l'utilisation, la maintenance et le traitement, mais tout également les coûts imputés aux externalités environnementales, notamment prendre en considération au titre de l'offre financière de la pollution causée, par exemple, nous dit la directive, par l'extraction de matières premières. Ça va pas être simple parce que pour pouvoir prendre en compte le coût de ces externalités environnementales, la directive subordonne cet examen au fait que ce soit, je cite, un critère monétisable, qu'il faille effectivement monétiser, déterminer la valeur de ces coûts imputés aux externalités environnementales. Je pense que ça ne va pas forcément être très simple. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les questions en rapport avec le choix de l'offre. Enfin, ce qui est assez intéressant dans la nouvelle directive, c'est qu'elle s'immisce un petit peu plus que les précédentes dans le régime de l'exécution des marchés. Elle parle notamment des conditions de résiliation. Mais pour ce qui me paraît assez intéressant, c'est ce qui concerne l'encadrement du régime des avenants. Donc nous, on sait, article 20 du Code, que les avenants ne doivent pas ni changer l'objet du marché, ni en bouleverser son économie. Et que de tout temps, la question c'est quoi le seuil de bouleversement de l'économie initiale du marché, avec des positions doctrinales qui évoluent selon les époques. Alors, toujours le problème du pourcentage. L'Europe fixe des pourcentages. En situation normale, il est possible de modifier le montant, le marché initial par avenant, dans une limite, bien entendu, tout avenant confondu, nous dit la directive. Donc 2 avenants de 9,5, ça ne marche pas. Dans une limite de 10% pour les fournitures et les services, avec un seuil qui se rapproche d'une autre, là, enfin celui qui est doctrinalement annoncé, 15% pour les travaux. Seuil que l'on considère comme étant, c'est vrai, non, comme la limite. Au niveau doctrinal français, c'était la précédente instruction d'application du code, dans laquelle le ministère de l'économie et des finances nous disait qu'une augmentation d'un marché par un ou plusieurs avenants successifs allant de 15 à 20% ne devait pas être considérée comme excessive.
Donc on est dans cette zone de pourcentage. 10% pour les fournitures et les services, 15% pour les travaux. Sachant que pareil dans les dispositifs sur les avenants, pour ceux qui peut-être ont déjà passé, dans les possibilités de recours au marché négocié, on a la notion de marché complémentaire. Passer un nouveau marché complémentaire avec le titulaire en place, hein, notamment pour des raisons de technique ou de coût. Mais il faut passer un nouveau marché négocié avec le titulaire en place. Là, la directive, à peu près pour le même champ, ouvre la possibilité de passer des avenants dits complémentaires qui peuvent aller jusqu'à 50%. 50% du marché initial, à condition, bien entendu, hein, ça doit rester exceptionnel, que le changement d'entreprise soit impossible, hein, pour des raisons économiques ou techniques, nous dit la directive. Donc ce qui donnait lieu plutôt auparavant ou à l'heure actuelle à la passation de marché complémentaire va pouvoir peut-être donner lieu à la passation effectivement d'avenant, mais attention, hein, il faudra, et puisque certains l'évoquaient, notamment sur des montants importants, risque de donner lieu à des contentieux, il faudra bien entendu motiver l'impossibilité de changer de co-contractant pour pouvoir effectivement aller jusqu'à un seuil de 50% dans la modification de son marché. Voilà, donc la directive précise également les conditions de modification du co-contractant de l'administration, le champ dit de ce qu'on appelle nous au niveau national les avenants de transfert, hein. Donc il est possible de transférer un marché d'une entreprise à une autre, notamment en cas d'opération de restructuration de société, telle que fusion, absorption, hein. Et la directive précise, mais c'était déjà le cas au niveau national, que l'entreprise nouvelle réponde aux critères initiaux de sélection qualitative et qu'elle ne tombe pas également sous le coup d'une interdiction, bien entendu, d'accès à la commande publique. Donc, consécration du régime des avenants de transfert en cas de fusion, absorption, en cas de changement économique important dans la situation du co-contractant de l'administration, hein. Et idem, je vous le disais, la directive précise également les conditions de résiliation des marchés pour faute et sans faute dans ces différents articles de fin. Donc, troisième et dernier sondage. Vous estimez-vous à l'aise avec l'utilisation des procédures dématérialisées et leurs limites? Donc je vous laisse un peu de temps pour répondre. Pendant ce temps-là, Dominique, j'ai plein de questions pour vous. Alors, on va se concentrer sur les questions sur le DUM, comme c'est ce dont on a parlé en dernier lieu. Une question de Cécile, les candidats devront-ils actualiser leur DUM pour chaque appel d'offres? Ah bah, le but, c'est qu'il y ait un document unique et standardisé. Donc, je ne pense pas. Le but, c'est une mesure en faveur des entreprises. Dites-le une fois. Déposez-le une fois. Alors nous, par contre, par rapport à des exigences particulières au niveau des candidatures ou par rapport à des DUM incomplets, on pourra demander la régularisation. Mais je ne pense pas, a priori, c'est pas le but en tout cas de la mesure, que les entreprises devront, à chaque consultation auquel elles participent, actualiser leur DUM. Ok. Je ne pense pas. Une question on pourra le faire compléter. Ok. Mais je ne pense pas que les entreprises aient cette obligation-là. Sinon, on ne présente aucun intérêt. D'après l'exposé des motifs de la mise en place du système. Ok. Une question de Sylvie à ce sujet aussi. Quand on connaît la faible proportion des entreprises qui répondent par voie électronique, ce principe sera-t-il rendu obligatoire aux opérateurs économiques ou optionnel? Alors, deux choses, c'est le thème d'après. Effectivement, à l'heure actuelle, les taux de remise d'offres par voie électronique sont faibles, hein, si on prend et c'est toute consultation confondue, c'est-à-dire y compris l'informatique où c'est le seul mode de transmission autorisé. Hein, le dernier chiffre de l'Observatoire économique de l'achat public, c'est que il n'y a qu'une seule consultation sur 10 où au moins une entreprise remet son PI par voie électronique. Donc c'est vrai que on peut douter de l'intérêt du dispositif, sauf que c'est le thème effectivement d'après. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 2018, donc on a un temps plus long pour transposer ces dispositions,
le papier va disparaître dans la remise des offres. Hein. Donc forcément la proportion d'entreprises qui va utiliser progressivement les sur dématérialisées et peut-être le DUM devrait augmenter. De toute manière, à terme, on y va tout droit. Donc pour l'instant non. À terme, je pense que oui. Je crois que vous l'avez déjà évoqué, mais une question Sylvie, à quelle date interviendra le DUM? Alors le DUM, c'est ce qui retarde visiblement la sortie du projet de décret qui vise à transposer de manière accélérée certaines dispositions de la directive sur le partenariat d'innovation, sur les questions que je viens d'évoquer sur la sélection des candidatures et sur le DUM. C'était annoncé notamment par le CIMAP, Comité interministériel pour la modélisation de l'administration publique, comme une des mesures devant rapidement intégrer le dispositif du code. Sauf que on n'a pas les cartes en main, puisque c'est subordonné à la notion du modèle type par un règlement européen. Donc tant que l'Europe n'a pas fixé le modèle, on ne peut pas transposer cette disposition dans notre droit national. Et là-dessus, j'ai pas d'écho particulier, j'ai lu pas mal de choses. On n'a pas de sortie indiquée, de modèle à sortir par les services de la Commission. Pour l'instant, niveau calendrier, pas d'idée. La France voudrait que ça aille vite, mais bon, c'est Bruxelles qui décide. Ok. Question de Pierre, comment l'acheteur pourra-t-il prouver qu'il a bien consulté le DUM? Bonne question. Bonne question. Traçabilité, transparence. Faudra trouver un moyen pour indiquer qu'on a bien contrôlé le document unique. Peut-être des mécanismes de téléchargement, parce que je ne vois pas l'intérêt d'une sortie papier par rapport à un formulaire électronique existant ou par rapport à un dossier existant. Une preuve de consultation du site. Hein, ça faudra voir comment techniquement la transparence, la traçabilité permettent de vérifier que l'acheteur a été voir le DUM de l'entreprise ou des entreprises. Oui. Ok. Une toute dernière question avant de vous laisser reprendre la présentation. Une question de Bérénice. L'accès à ce DUM pourra se faire même en procédure adaptée ou faut-il publier une publicité européenne pour y accéder? Pour l'instant, nous, ce qu'on étudie là, c'est effectivement un mécanisme obligatoire mis en place au-delà des seuils européens. Reste à savoir si sa consultation pourrait être généralisée, et rien ne l'empêchera au niveau français, également aux procédures adaptées. Je pense que, excusez-moi, dans la logique du dispositif, le DUM doit pouvoir être consultable et utilisable en procédure adaptée, puisque c'est également comme je l'ai dit, l'objectif est de faciliter la vie des petites et moyennes entreprises. Donc doit pouvoir se faire, y compris sur des consultations plus minimalistes, au contraire. Celles où les PME sont plus présentes que sur les grosses consultations européennes. Ok. Ok, alors je ferme le sondage, je partage les résultats. Donc vous êtes 42% et tout à fait à l'aise avec l'utilisation de des procédures dématérialisées. 12% à être à l'aise mais après une adaptation difficile. 41% à ne pas être encore totalement à l'aise avec ces procédures. Et 5% vous estimez totalement perdu. Ça vous évoque quoi, Dominique? Vous voulez réagir sur ces chiffres? Non, oui. Ça vous semble surprenant ou... Non. Inquiétant peut-être? Inquiétant. Ça change, ça changera. Ok. Je n'ai pas donné le temps là-dessus. Ok. Bon bah je vais vous laisser poursuivre votre présentation. Terminé parce que le temps passe. Oui, donc sur la dématérialisation. Donc d'ici. Donc l'État français a négocié un délai plus long puisqu'on a jusqu'au 18 octobre 2018 pour introduire ces dispositions dans notre réglementation nationale. Notamment donc à partir de 2018, comme je le disais, plus de papier, puisque
sauf cas exceptionnel, la transmission des offres ne se fera que par voie électronique. Hein, que par voie électronique. Alors, je répète bien, hein, on est, par rapport à la question précédente qui est posée, on est au-dessus des seuils européens. Hein, pas forcément cette obligation en procédure adaptée. Donc on est sur des procédures importantes. Et puis donc autre chose assez intéressante au niveau de la démat, la possibilité pour les entreprises de remettre leur offre sous forme de catalogue électronique, hein, nous dit la directive. Attention, c'est pas un renvoi, nous dit bien la directive à un catalogue général, hein, mais la possibilité pour les entreprises de remettre un catalogue électronique qui soit adapté à la définition du besoin fixé par la collectivité publique, par l'acheteur. Hein, le développement du recours au catalogue électronique, toujours pour que les entreprises aient un meilleur accès au marché public, moins de temps à consacrer à l'élaboration de leur offre. Dernière chose pour terminer, la consécration un petit peu de l'article 10 du Code dans la directive, puisque la directive ouvre la possibilité, même un petit peu moins que l'article 10, de rendre obligatoire la division en lots dans certains cas. Hein, nous on sait que le principe, c'est l'allotissement, le marché global doit être justifié pour des raisons de coordination de coûts ou des raisons effectivement de cohérence technique. La directive ouvre cette possibilité et va même plus loin puisqu'elle elle nous dit que les États membres peuvent rendre obligatoire dans certains cas la division en lots. Ensuite, autre disposition que j'ai trouvée assez intéressante, c'est une question qui se pose quand on est en amont de l'organisation de sa consultation, comme pour employer le terme à la mode, en sourcing. Que faire? Est-ce qu'on peut commencer à travailler et à évaluer financièrement son besoin avec des futurs candidats au marché? La directive dit clairement qu'avant d'engager une procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations donc auprès des entreprises ou d'experts ou d'indépendants en vue de préparer la future passation du marché. Et également d'informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs ententes en la matière. Donc, possibilité ouverte. Alors, bien entendu, la directive précise tout de suite que lorsque la consultation est lancée, on doit bien entendu respecter le principe d'égalité des traitements entre les entreprises. Mais c'est la consécration de la possibilité de préparer, si je puis dire, le marché en consultant les entreprises du secteur et en nous disant oui, tenez-vous prêt, une future consultation ne va pas tarder à sortir. Voilà. Alors merci beaucoup Dominique pour tous ces éléments. Oui, alors avant de passer aux questions qui sont nombreuses hein, d'ailleurs, je vais vous envoyer le lien vers un document que vous pouvez télécharger qui a été préparé par Dominique. C'est un recueil de réflexion donc sur les conséquences donc de ces directives. Hop, je vous l'envoie par le chat. Voilà, vous l'avez là. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité des articles qui sont présents dans ce document sur le site d'actualité de VK. Et via l'article dont je viens de vous envoyer le lien, vous pouvez charger le document. Nous avons également aussi, on propose sur VK, Dominique, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc plusieurs formations sur ce thème. Donc la première dont je vous parlais tout à l'heure, directive 2014-24 de l'UE du 26 février 2014. Quel impact sur la passation et exécution des marchés publics? Donc vous avez toutes les dates des formations à venir. La première c'est le 30 juin au Gosier et la dernière le 9 octobre à Lille. Sachez que pour l'ensemble des participants à cette webconférence, et même l'ensemble des inscrits, vous bénéficiez de 20% de réduction. Donc n'hésitez pas, lorsque vous faites une demande d'inscription, à préciser que vous étiez inscrit. Je vous envoie également par la fenêtre de chat le lien vers cette offre ainsi que vers toutes les autres solutions que propose VK. Hop là, voilà. Normalement, vous avez dû recevoir tout ça. Donc, vous avez également une formation l'actualité réglementaire et jurisprudentielle des marchés publics, dont les prochaines sessions auront lieu à Paris les 26 et 27 juin et les 20 et 21 novembre, ainsi que le cycle acheteur public de la passation à l'exécution de la commande publique, qui aura lieu donc entre septembre et décembre.
Voilà, donc ça c'est pour les formations proposées par VK sur cette thématique. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez, si vous êtes intéressé. Et vous avez également donc les bases documentaires, pratique et rédaction des marchés publics et piloter vos marchés publics, qui sont, auxquels Dominique a plus que contribué. Donc je vous laisse dire un mot si vous souhaitiez sur ces deux ouvrages. Ma pratique et rédaction des marchés, c'est un ouvrage dans lequel, par secteur d'achat, on a essayé de développer des problématiques surtout contractuelles et d'aide à la rédaction, qu'on soit en informatique, en maîtrise d'œuvre, en fourniture plus courante. Et piloter vos marchés, donc c'est des fiches qui essaie de balayer l'ensemble des problématiques de l'achat public depuis l'élaboration de la définition de son besoin jusqu'au paiement du solde du marché, avec à chaque fois des documents d'aide, hein, pour rédiger ces actes, hein, en relation donc avec tout l'acte d'achat. Voilà. Et donc pour piloter vos marchés publics, hein, vous pouvez avoir un accès gratuit également. Vous avez une short URL sur le slide, mais vous pouvez le retrouver via le lien aussi que je vous ai envoyé par le chat. Et vous avez également donc bien sûr le référentiel marché public de la préparation à l'exécution, typologie d'achat, qui reprend tout ce que VK propose en solution éditoriale sur ce thème. On va passer aux questions. Alors on a énormément de questions, on ne pourra pas répondre à toutes. Je vais arrêter de prendre les questions et je vais me concentrer sur celles qui ont déjà été posées pour essayer de frustrer le moins de monde possible. On va revenir sur le début de votre intervention. Une question de Corinne. En cas de recours d'un candidat rejeté, que devient la procédure en cours et peut-on reconsulter les candidats qui ont soumis au premier appel d'offres en modifiant le découpage des différentes phases du marché? Je pense que ça concerne. Ça ne change rien par rapport au point de vue contentieux. Ça change. La nouvelle directive ne change rien pour le moment. On a les voies de recours contentieuses qui subsistent, et si la procédure est annulée et qu'on est enjoint de la reprendre, on suivra la décision de justice. Je n'ai pas compris la question. Alors je vous la repose. Ouais. Je pense que ça concerne la procédure concurrentielle avec négociation. En cas de recours d'un candidat rejeté, que devient la procédure en cours et peut-on reconsulter les candidats qui ont soumis au premier appel d'offres? Oui, c'est ce que je dis, peu importe la procédure, que ce soit une procédure d'appel d'offres, une procédure de partenariat d'innovation ou une procédure de marché négocié. Si le juge nous enjoint de reprendre tout depuis le début, on reprendra tout depuis le début en se conformant à tel ou tel article du code. Alors c'est vrai que dans certains cas, dans certaines situations, je pense ici en précontractuel, le juge ne nous ordonne pas de reprendre toute la procédure, mais de reprendre à telle étape celle-ci avec par exemple le candidat qui a été régulièrement évincé. Mais la directive ne change rien par rapport aux possibilités et aux conséquences des recours des entreprises et des candidats évincés. Oui. Ok. Ça ne change rien. Alors, autre question. Je donne une petite seconde. Hop là. Oui, par rapport au délai que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de jours ouvrés ou de jours calendaires? Par rapport au délai de 30 jours, comme ça ne change pas également, c'est des jours effectivement calendaires. D'accord. Hein, donc oui, 30 jours et 30 jours, oui, c'est le délai de 35 ou de 30, ce sont des jours effectivement calendaires. Ok. Et conformément au règlement européen, on ne compte pas le jour d'envoi et le dernier jour doit effectivement avoir 24 heures. Hein. Ok. Sinon, on alors. n'arrive pas les dimanches, ni le 14 juillet, ni la fête nationale belge. On est en calendrier. Vous êtes plusieurs à m'avoir indiqué qu'il y avait un lien qui était mauvais dans ce que je vous ai envoyé. Je m'en excuse. Je vous renvoie ça tout de suite. C'est le lien vers le référentiel, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous le renvoie par le chat. Est-ce que l'achat d'une solution informatique que j'aurais passée actuellement en dialogue compétitif, je peux la passer avec cette réforme en procédure négociée? Une question de Kamel. À terme, oui, mais je le répète, hein, la directive n'est pas directement applicable. Hein. D'accord. Donc pour l'instant, on attend les textes de transposition.
on ne se lance pas dans une procédure qui n'existe pas encore en droit national. Hein, Ok. la directive n'a pas d'effet direct, elle ne s'applique pas immédiatement. Il faut attendre les textes de transposition. Donc, attendons la sortie du premier décret pour voir son contenu. Il a été soumis à la concertation. Attendons début d'année prochaine, si le calendrier est respecté, pour voir la fin de la fin de la transposition de la directive. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser la procédure concurrentielle avec Nego pour l'objet de votre marché. Hein. Attendez, vous ne lancez pas là-dedans, elle n'existe pas encore. Hein. Ok. National. La procédure concurrentielle avec négociation s'entend-elle uniquement pour les achats innovants ou peut-elle découler d'un sourcing particulier pour les achats courants? Question de On Valérie. nous parle d'achat innovant, donc normalement si c'est courant, si c'est sur étagère, elle ne doit pas être utilisable. Ok. Question de Pierre. Par voie électronique, c'est-à-dire sur profil acheteur ou également par mail? Attendez, on est au-dessus des seuils européens, donc on est sur toutes les conditions, c'est donc sur profil d'acheteur. D'accord. Hein. On est au niveau Ok. européen. Alors, les résultats du... Vas-y, je vous en prie, allez-y. Ah non, Non. sur Ok. site, oui, sur site dédié hein, et Ok. sécurisé. Soit interne, soit on passera par des prestataires extérieurs. Alors, question de Valérie. Les résultats du sourcing peuvent-ils influencer la décision de recours à la procédure concurrentielle avec négociation? Oh, peut-être. Ça va être un petit peu le but, oui, oui, je pense, oui, bien entendu. Bien Ok. entendu. C'est là où effectivement on constatait que la solution n'existe pas telle qu'elle dans le commerce, que on rentre bien dans le champ de l'adaptation d'un produit, d'un service ou de travaux permettant d'utiliser la procédure concurrentielle avec Nego. Ok. Alors, concernant la réduction du délai de 5 jours supplémentaires en cas de remise électronique, Monsieur Nier peut-il développer, c'est-à-dire doit-on juste proposer ce mode de remise pour bénéficier de cette réduction de délai? Question d'Angélique. Alors, je vous l'ai dit, euh, à terme, ça sera automatique, puisque après 2018, certainement avant, quand on aura transposé le dispositif, il n'y aura plus qu'un seul mode de transmission des offres, sauf s'il y a des histoires de maquettes ou d'échantillons, qui sera effectivement la voie électronique. Jusqu'à cette période-là, jusqu'au 2018, tout dépendra de savoir si on impose, au-delà des seuils européens, la remise des offres par voie électronique. Et là, on bénéficiera du cadeau de 5 jours. Par contre, si on va laisser la possibilité aux entreprises de remettre leur offre par papier ou par le profil d'acheteur, dans ces cas-là, on sera sur le 35 jours habituel, enfin le 35 jours classique. Ok. Alors, question de Chantal. Une attestation d'exclusivité délivrée par le fournisseur est-elle suffisante comme justificatif pour qualifier l'achat en article 35? Non. Non. L'exclusivité, c'est l'exclusivité, bien sûr qu'il a l'exclusivité sur son produit. Hein. Il n'a pas forcément l'exclusivité sur le besoin. Pas confondre exclusivité sur un produit. Hein, seul Microsoft peut vendre du Microsoft, hein, seul Algeco peut vendre du Algeco, et monopole sur le besoin. Ok. Hein. Algeco n'a pas le monopole sur le préfabriqué. Alors, pourriez-vous rappeler les délais dans lesquels cette directive devra être transposée en droit français? Moi, ça vous avez déjà répondu, c'est une question de Tiffany. Pour la partie hors dématérialisation, le texte doit être transposé par les États membres avant le 18 avril 2016. Et pour la partie donc des maths, hein, avant le 18 octobre 2018. Donc il y a le temps. Ok. 14-18. Alors, une question de Mais bon, Renaud. l'État français ira peut-être plus vite, hein. C'est les délais butoirs. Ok. Question de Renaud. Dans le cadre du partenariat d'innovation, la directive précise que le pouvoir adjudicateur peut retenir plusieurs partenaires. Le marché s'exécute ensuite par phases successives. Chaque phase fait l'objet d'éventuelles modifications des spécifications techniques par le PA et de la remise d'une nouvelle offre par les partenaires. Le PA négocie à l'occasion de chaque phase et peut résilier à la fin de l'exécution de chacune d'entre elles avec les partenaires de son choix s'il a prévu cette possibilité dans le marché. Qu'en pensez-vous?
Ben, ça va coûter cher. Alors, payer plusieurs fois. C'est un petit peu le même système que les marchés de définition. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. On concluait plusieurs marchés de définition avec des entreprises. Alors, je le fais de tête pour nous définir le besoin. Et ensuite, on avait la possibilité de conclure. Mais il fallait payer autant de marchés de définition qu'il y avait effectivement de partenaires. Donc, ça va être lourd. Deux, ça risque de coûter cher. Oui. Et est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Ça, à préserver, on avait des grosses opérations. Qu'entendez-vous par fin de l'information immédiate? Question de Kamel. Fin de l'information immédiate en appel d'offres, hein, je mets fin de l'information immédiate dans la directive. À l'heure actuelle, l'article 80 nous dit que pour les procédures formalisées, donc en appel d'offres, on doit immédiatement informer les entreprises du rejet de leur offre en leur précisant pourquoi, point par point, en indiquant le nom d'entreprise retenue, pourquoi elles étaient moins bonnes que l'entreprise donc retenue. On a une seule lettre en procédure d'appel d'offres qui immédiatement indique aux entreprises pourquoi elles étaient moins bonnes que l'entreprise retenue. Là, sur le nouveau dispositif de la directive, si on intègre tel quel dans notre code des marchés publics, il y a une information simple, et ensuite, si l'entreprise le réclame, hein, elle m'écrit, et là j'ai 15 jours pour lui répondre de manière précise. Ok. Alors, Sonia voudrait savoir, si je comprends bien, nous n'aurons plus l'obligation de motiver notre décision au candidat non retenu en un haut dès le premier courrier, mais simplement sur demande du candidat? C'est ça. D'accord. Question de Jessica, les partenariats d'innovation seront-ils valables pour les entités adjudicatrices? Alors, oui, je pense que oui, je pense que oui. Hein. Je sais pas, je pense que oui. Oui, il me semble, oui. Oui, puisque le projet de décret, oui. Projet de décret de transposition accélérée vise le régime des entités soumises au texte de 2005. Ok. Question de Ahmed, ouais. Quelle différence avec le marché de conception-réalisation? Le marché de conception-réalisation, déjà, il est réservé au domaine des travaux et les opérations dans lesquelles, effectivement, il faut un maître d'œuvre et on associe dans un seul marché la maîtrise d'œuvre et les entreprises effectivement de travaux. Alors que là, effectivement, le partenariat d'innovation, bon, c'est dans le domaine de la recherche. Mmh. Ouais. Il n'y a pas forcément un maître d'œuvre. Alors, question de Baptiste, à quand des fiches entreprises uniques complétant le DUM accessibles et permettant de contrôler la régularité de la situation de l'entreprise pour candidater au marché public? Oui, les deux vont un petit peu de pair. À quand? Je sais pas, mais c'est un débat sous-jacent qu'on entend depuis plusieurs années. Hein, ce contrôle simplifié de la situation des entreprises. À quand? Je sais pas. Question de Thierry, le DUM est-il applicable aussi au MAPA? Je me méfie. Pardon. Comment? Je vous laisse terminer, excusez-moi, je suis allé trop vite. Non, je disais, le DUM est-il applicable aussi au MAPA? C'est une question de Thierry. Alors la question a été posée tout à l'heure. Oui, dans la logique dans la logique, pour l'instant, c'est quelque chose d'européen. Mm-hmm. Hein, la directive ne concerne effectivement que les procédures européennes. Mais je pense que vu l'objectif de simplification d'accès des PME au marché public, il faudra effectivement le généraliser au niveau national. Je pense que ça va être c'est comme ça que le gouvernement envisage effectivement la chose. Bon, à attendre hein, la transposition définitive, mais le but du DUM, je pense, ça sera d'être un document unique, qu'on soit en procédure européenne ou qu'on soit en procédure nationale. Alors on n'ira peut-être pas effectivement consulter ICERTIS, la base européenne, peut-être une autre base de données communiquée par les entreprises, mais à mon avis, hein, ça doit être également une démarche généralisable aux marchés nationaux MAPA, marché français. Ok. Justement, à propos de ICERTIS, Sylvie doit savoir si, selon vous, l'accès sera payant ou gratuit pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises. Normalement, l'Europe est grande.
C'est vrai. Donc, bon, ça c'est pareil, pas là-dessus, mais c'est vrai que je pense que ce sera vu que ce sera une base de données accessible à tous, je pense, hein, qu'elle sera gratuite, un petit peu comme ce qu'il en est de la publication des avis au niveau européen. Hein, nous, on paye cher le bulletin officiel des annonces marché public. Par contre, on n'a pas à payer ces avis de marché au niveau européen. Je pense que ces coûts seront pris en charge par Bruxelles. Ok. Question de Sylvie, la collectivité sera-t-elle assurée de l'exactitude des éléments fournis? Alors, pas forcément. Pas forcément, mais comme aujourd'hui. Hein, donc, comme nous le dit la directive d'ailleurs, à n'importe quel moment, l'acheteur public pourra procéder au contrôle des documents du DUM. On sera un petit peu comme un système, comme le système actuel. On présume la bonne foi de l'entreprise qui dépose son dossier de candidature. Nous, on a eu une belle jurisprudence récente où, notamment dans le domaine du déménagement, les entreprises avaient complètement menti. Ça ne dispensera pas qu'elles mentent sur certaines de leurs données ou certaines situations qu'elles connaissent en termes de moyens, par exemple. Ok. Alors, question de Myriam. Le DUM peut être conservé par le pouvoir adjudicateur à utiliser, mais si une entreprise est en redressement judiciaire depuis, le DUM n'est plus valable. Oui, ben justement, voilà l'exemple même de choses qui pourront être contrôlées. Et il faudra également que l'entreprise actualise son DUM et l'indique, hein, et indique sa nouvelle situation au pouvoir adjudicateur, oui. Par rapport à quelque chose en plus qui condamne pratiquement l'entreprise au stade de la candidature, puisqu'il est rare qu'une entreprise en redressement judiciaire ait une période d'observation fixée en jugement du tribunal de commerce qui couvre la durée prévisionnelle d'exécution du marché. Le genre de choses, effectivement, qui pourra donner lieu à contrôle et à complément. Ça, c'est sûr. Par rapport à des choses qui évoluent, qui peuvent évoluer rapidement. Alors, il est déjà midi 20. On va bientôt. Je prends juste une dernière question, puis on va arrêter là. Il reste encore une vingtaine de questions sans réponse. On y répondra sur le forum VK prochainement. Le fait d'avoir appliqué des pénalités à l'entreprise peut-il être considéré comme une mauvaise exécution de marché? Une question de Sylvie. Alors, à l'heure actuelle, dans les vues dans les arrêts, oui, le non-respect du délai d'exécution avec application de pénalité a permis, dans certaines situations au juge, de valider l'exclusion attendez, c'était résiliation ou éviction au niveau de la candidature? Le fait d'avoir appliqué des pénalités de retard, Bertrand, Bruno? Attendez, parce que du coup, je ne suis pas dans la réponse. J'ai perdu la question. Bon, en tout cas, oui, si je l'ai bien compris, ça permet de justifier une éviction de candidature pour autant qu'on regarde que l'entreprise ne présente pas de nouvelles garanties, de nouvelles références. Mais c'est vrai que la directive, elle est plus restrictive que ça, puisque elle subordonne l'exclusion des candidats à la résiliation du marché au tort du titulaire. Ok. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Dominique pour tous ces éléments de réponse. Je suis désolé auprès des gens qui avaient encore des questions ou qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais on a déjà largement dépassé sur l'horaire. Comme je disais, donc ces questions ainsi que les réponses seront postées dans les jours à venir sur le forum de VK, www.vk.fr/forum/. Je vous envoie par le chat l'adresse. Hop. Voilà. N'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous venaient à l'esprit à les poser. Vous avez aussi, quand la conférence en ligne va se terminer, vous aurez un formulaire à remplir de satisfaction. Vous aurez aussi la possibilité de faire des commentaires et de poser des questions. Donc n'hésitez pas à revenir sur le fond, sur la forme, sur les aspects techniques. Tout ce qui vient par à l'esprit, on est perfectible et on est prêt à vous écouter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore Dominique pour votre travail. Très bon appétit à tous et à bientôt. Au revoir.